Trois intervenants. Monsieur Cyril Guy, qui est gérant de Guy Couverture, qui est FC Distribution. Madame Josette Guillon, de la boîte à papier. Alors, excusez-moi, Cyril nous vient de Bergerac, on le rappellera tout à l'heure, mais a aussi des implantations à Pau. Madame Guillon, elle, vous êtes basée à Limoges. Vous êtes venu avec monsieur Georget. Et aussi, nous avons le groupe Ayor, qui est représenté par monsieur Hilaire de Chercher, qui en est secrétaire général et qui représente Périgueux. Donc on a la Dordogne qui est présente en force. C'est un des autres points cette année aussi sur ma Transphonum. On a souhaité faire venir plus de gens de tous les coins de l'Aquitaine. Mais la Dordogne est présente en force. On a même une CCI de la Dordogne là-bas qui est présente en force, qui interviendra tout à l'heure. Mais je vais d'abord commencer avec la boîte à papier et madame Josette Guillon, que j'invite à venir nous rejoindre sur cette table. On va conserver le modèle qu'on a habituellement sur ma Transphonum. D'avoir ce petit jeu sur les tables, je vous en prie, je vous propose de venir ici. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Ça va? Merci Madame Guillon d'être avec nous. Moi je garde un excellent souvenir d'une rencontre qu'on avait eue et d'une table ronde qu'on avait fait ensemble sur l'université numérique. Je vous en prie, prenez un micro, il est allumé. L'université numérique était mise en place par l'INAE. Et c'est quelque chose qui est important pour nous côté ADI parce qu'on a un partenariat depuis maintenant 3 ans avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire pour essayer justement d'appuyer sur la transformation numérique de ces entreprises-là. Donc vous êtes aujourd'hui, parmi d'autres entreprises, mais quand même la première, à représenter aussi une entreprise issue du monde de l'ESS. Mais par ailleurs, votre métier principal, il est plutôt sur la gestion des déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus sur votre métier? Voilà, alors déjà la boîte à papier, on est basé à Limoges, comme vous l'avez dit. On est une entreprise de collecte et valorisation des déchets. Voilà, ça c'est notre métier, notre activité économique. Et comme vous l'avez dit, on est alors dans l'ESS, je ne sais pas si tout le monde maîtrise, mais économie sociale et solidaire. On est un agrément de l'État en tant qu'entreprise d'insertion professionnelle. Voilà, donc ça veut dire que dans l'entreprise où nous sommes 130 salariés, il y a une quarantaine de personnes qui sont là pour un projet particulier de remise à l'emploi, de retravailler et repartir vers l'emploi chez nous ou dans d'autres entreprises à l'issue des contrats d'insertion. Voilà. Donc c'est des contrats d'insertion, c'est ça? Ce sont des contrats d'insertion, voilà, pour la raison de notre appartenance au vaste domaine de l'ESS. D'accord. Et vous me disiez, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 ans d'existence. 30 ans d'existence, 130, donc sur les 130 collaborateurs, une quarantaine en insertion. Et puis donc nos clients, 1600, 1700 clients, donc une particularité des grands comptes d'une part, et puis une multitude de petites entreprises, de petits. Nous intervenons par exemple dans le domaine de la collecte des déchets médicaux, donc tous les cabinets médicaux, infirmières, vétérinaires, etc. Donc énormément de petits clients diffus. Et on intervient sur l'ex-région Limousin essentiellement, sur l'Auvergne depuis peu, et puis également sur un peu l'ouest, enfin l'est pour vous, de la région, sur la Charente, département limitrophe. Voilà. D'accord, donc une expansion et des marchés qui croissent en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Et nous traitons avec satisfaction tout ce qui est écran de Bordeaux depuis 1 an. Et ça fait partie d'une des motivations de notre dernière étape vers une numérisation. Là, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc on va y venir. Vous disiez 1000 clients, c'est ça? Quelque chose comme 1600, 1700 clients, je ne sais plus où on en est. Mais 7 à 8000 tonnes de déchets et 8 à 9000 tonnes de déchets aujourd'hui. Voilà, on a démarré avec 700 tonnes de papier dans les années, quand j'ai créé l'entreprise, moi, dans les années 2000. Bon, avant, c'était une association, mais dans les années 2000, voilà, 700 tonnes de papier. Aujourd'hui, on est à 8 9 000, bientôt 10 000. D'accord, très bien. J'ai mis à l'écran quelques images qui nous permettent peut-être de mieux appréhender aussi ce que c'est l'entreprise au quotidien. Voilà, là, c'était votre participation. Vous connaissez aussi sur Bordeaux, je crois. Exactement. Voilà, mais donc là, une logique plutôt festive, on va dire, et joyeuse de l'entreprise dans son application. Et puis, j'ai mis évidemment ce qui sont les camions, les systèmes de collecte de déchets qui peuvent exister directement dans les entreprises. Mais au-delà de ça, il y a en effet un projet de digitalisation qui s'est un petit peu accéléré depuis quelques temps, si j'ai bien compris, avec l'installation d'un ERP, d'un logiciel de gestion en 2015, mais qui a opéré un peu une bascule. Voilà, alors avant 2015, on avait des outils Excel, des outils développés en interne, avec notamment sur l'exploitation.
Et puis voilà, c'était tout. Je dirais qu'on passait du temps entre l'exploitation, le commercial, la comptabilité pour consolider les chiffres en fin de mois. Voilà. Donc il n'y avait pas de pilotage du tout. Et puis on a croisé, grâce à notre fédération professionnelle, un prestataire qui avait développé un ERP, donc un logiciel intégré. Et voilà, on a fait la bascule en moins d'1 an, ce qui a été une très belle opération parce qu'il a fallu conduire les équipes au changement. Il y a eu quelques freins, mais finalement, 4 mois après l'installation, tout le monde avait oublié qu'on travaillait autrement avant. Donc c'est un outil qui prend en compte la commande client, la demande de devis jusqu'à la facturation, en passant par les étapes de production, de pesée, d'enregistrement, de toute la traçabilité. Donc ça a été une révolution pour nous et ça a été le point d'ancrage qui a fait qu'on a pu après obtenir des nouveaux marchés, notamment avec nos grands comptes éco-organismes sur toute la partie collecte des déchets électriques et électroniques, parce que je n'ai pas dit, mais notre nom c'est notre histoire, la boîte à papier, mais aujourd'hui le papier ça représente à peine 10% de notre activité, même moins, me dit Guillaume Georget. Donc on est surtout sur tout ce qui est déchets électriques et électroniques. Vous avez une unité de découpe d'écran, c'est ça? On a une unité de découpe d'écran depuis 1 an qui est pilotée donc de façon numérique. Après l'ERP, on s'est penché sur des nouveaux marchés, une nouvelle possibilité de capter des nouveaux contrats. Et pour ça, on a mis en place donc une unité de découpe des écrans à commande numérique qui permet aux opérateurs directement de faciliter le travail des opérateurs, enlever la dangerosité du produit parce qu'il peut y avoir des risques de mercure et la cabine permet de capter ces vapeurs de mercure au moment de la découpe. Donc voilà, ça c'est notre dernier gros bébé. Ça a été 400 000 € de chiffre d'affaires d'investissement. Grâce à une partie a été financée par la région dans le cadre de l'usine de futur. Et puis entre-temps, et on continue encore, on a développé un outil extranet pour nos clients, pour leur permettre de faire leurs demandes en ligne, d'éditer leurs documents de traçabilité, leurs factures, on est passé du « que pouvons-nous apporter à nos clients » à « de quoi avez-vous besoin ». Voilà. D'accord. C'est ce que vous me disiez, qu'il y a un cœur qui était lié autour de comment on pilote mieux ses activités et son organisation interne. Voilà. Vous aviez aussi intégré... vous avez une attention particulière sur la diffusion et le partage d'informations, y compris au sein de l'entreprise. Y compris en interne, oui. Mais que malgré tout, il y avait cet enjeu d'être davantage sur un besoin d'anticipation de l'exigence client. Voilà. Et en interne, je dirais qu'aujourd'hui, on parle tous le même langage quand on regarde les chiffres, quand on peut à l'instant T indiquer à nos équipes où nous en sommes. Et ça, c'est important parce qu'ils le savent à la fin de la journée ou à la fin de leur fraction. Et c'est vraiment, en termes de management, c'est très positif. Ok. Et vous disiez aussi que sur les clients, il y avait en effet ces besoins de connexion à leur propre système d'information et qu'on était finalement dans une évolution des écosystèmes peut-être industriels, notamment du déchet qui était particulier. Alors sur les grands comptes, les éco-organismes, c'est ceux, vous savez, à qui vous payez l'éco-contribution quand vous achetez un grille-pain ou une machine à laver. Ces grandes sociétés privées et nationales récupèrent cette éco-contribution et avec cet argent mettent en place des prestataires, recherchent des prestataires sur le plan national pour assurer la collecte et le traitement des déchets. Et ces grands comptes nous demandent des comptes rendus à l'instant T, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement ce que nous avons rentré pour eux en volume, ce que nous avons traité, où nous en sommes, ce que nous avons en stock, quelles sont devenues les fractions, puisque quand on démantèle une télévision, il y a du plastique, il y a des cartes électroniques, il y a de l'alu et tout ça, nous devons leur rendre compte. Il est évident que sans un outil comme celui-là, nous ne pourrions pas travailler. Enfin, les PME d'ailleurs qui interviennent sur ces métiers-là, nous ne sommes pas très nombreux en France. Il y a des grands groupes qui ont des moyens développés depuis plus longtemps. Mais au niveau des PME telles que la nôtre, une centaine de personnes, 150 personnes, on est peut-être une dizaine, une quinzaine sur le territoire national, pas plus. D'accord. Voilà. Et côté accompagnement, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez fait appel à des acteurs extérieurs. Là, dans les prochains témoignages qu'on aura, il y a souvent des cas où il y a eu un accompagnement extérieur. Vous avez fait plutôt le choix, vous, d'une internalisation de tout ça? Alors nous, on a plutôt fait le choix de l'internalisation. Malgré tout, on a été aidé dans le cadre de l'usine du futur par le cabinet OPO, qui nous a préconisé des choses.
On a également mis en place fait des choses avec un cabinet sur l'étude marketing pour voir un petit peu faire le point sur notre image, sur notre site internet et également au développement de l'outil extranet. Donc on s'est fait accompagner aussi dans une action de lean management, donc par un cabinet extérieur aussi, un consultant. Je crois que c'est bien d'associer les deux, moi d'avoir à la fois une équipe interne qui pilote, qui connaît bien évidemment l'entreprise, et puis parfois un consultant sans pour autant qu'on lui confie tous les rênes du sujet. Voilà. Ok. On a évoqué tout à l'heure aussi le fait qu'on avait un partenariat avec la CRES depuis 3 ans et que vous étiez une entreprise donc, de l'économie sociale et solidaire, donc des entreprises dont la finalité n'est pas que lucrative mais aussi sociale. Et en même temps, on observe aussi dans les entreprises de l'ESS que la problématique de la transformation numérique n'est pas toujours aussi facile à intégrer, des fois pour des questions de moyens. Dans les entreprises sociales et solidaires, on a des entreprises extrêmement variées en termes de taille, des associations, des coopératives et j'en passe. Vous, votre vue sur justement la rencontre de l'ESS avec le numérique, quelle est votre posture? L'ESS, je ne sais pas s'il y a des acteurs ici aujourd'hui, mais c'est un peu un monde à part. Et c'est un peu le défaut de l'ESS, c'est que, moi je dis souvent, une entreprise, elle est insérante de fait, qu'elle soit d'insertion ou pas, à partir du moment où elle fait travailler des personnes, où elle apporte une activité, des revenus à des personnes, elle est insérante. Bon, voilà. Maintenant, il y a un métier particulier avec des personnes très éloignées de l'emploi et c'est un métier intéressant, passionnant à faire avec des échecs, des réussites, mais voilà, on retient souvent les réussites. Donc c'est déjà un monde un petit peu à part et moi je les invite à sortir de ce monde à part. C'est pour ça que nous on est là aujourd'hui parce que on se sent bien dans le monde de l'entreprise parce qu'on est une entreprise insérante, peut-être plus qu'une entreprise d'insertion, voilà, on pourrait dire ça. Et c'est vrai que moi, je les invite sur la partie, même s'il n'y a pas le côté lucratif, vous l'avez dit, il y a des associations, il n'y a pas que des entreprises dans ce domaine, il y a des associations et c'est important que pour les salariés, pour les équipes, on puisse sortir un petit peu d'un isolement. Donc pour moi, c'est une façon pour elles de sortir de l'isolement si elles empruntent cette voie-là. Voilà. Je vous remercie parce que moi je mets souvent une slide, c'est sortir du réverbère. Voilà, et en effet, c'est assez important. On l'évoquera aussi tout à l'heure, je pense, dans la session qui est dédiée là, au retour sur les diagnostics faits par la région. Ouais. On a essayé aussi de proposer à beaucoup d'entreprises de l'ESS, je crois qu'il y en a un bon 5e, je crois, quasiment, qui a eu un diagnostic. Et c'était important aussi d'emmener ces entreprises-là aussi vers ces diagnostics qui fondamentalement vont peut-être moins spontanément sur ces enjeux et ce conseil en transformation numérique. Parce qu'elles sont aussi un peu, comme on dit, le nez dans le guidon dans la partie plus sociale qu'entreprise. Encore une fois, il y a beaucoup d'associations, donc l'enjeu n'est pas le même. Mais bon, je pense que c'est un vrai élément de développement pour elles aussi. Très bien. Et alors, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes pour la boîte à papier en termes de digital? Là, vous l'avez évoqué, la bascule sur le ERP, l'interconnexion des chauffeurs de collecte aussi, vous m'aviez évoqué. Ah oui, l'interconnexion des chauffeurs de collecte. Donc ça, c'est un outil Kiseo qu'on a développé pour que les chauffeurs puissent à l'instant T nous faire le compte-rendu de ce qui se passe sur le point de collecte. Les chauffeurs, ils partent le matin avec un camion, ils partent en autonomie avec une feuille de route. S'il y a un incident sur la collecte, des flux qui n'étaient pas prévus ou des produits non conformes, immédiatement avec ce système, le chef d'équipe peut savoir ce qui se passe et communiquer directement là aussi au client, qui est parfois dans ce cas-là une collectivité territoriale, qui a des usagers au téléphone. Donc ça permet à l'instant T de faire des retours d'informations sur ce qui se passe sur le terrain. L'avenir, moi je rêve de petits, alors pas des petits robots, mais c'est peut-être... en tout cas d'outils d'aide à la manutention. Ouais. Voilà, et on est là-dessus. On a un projet d'extension du site en 2021 avec fluidifier les flux, éviter autant que possible la manutention pour les opérateurs. Donc voilà, nous on est sur ce sujet-là, exosquelette, voilà, avec un grand mot, mais pour aider, parce qu'on a quand même des métiers très manuels, difficiles physiquement, des choses qui peuvent être lourdes, volumineuses, et avec une accidentologie au niveau des accidents du travail importante. Donc l'idée, ce serait d'apporter du plus à nos équipes et puis du gain aussi, parce que forcément, on gain en économie d'accident de travail, en gain en salaire, tout ça, ça fait
ça fait tourner la machine. Voilà. Business intelligence aussi, peut-être un peu des outils en tout cas de report. Oui, peut-être aussi. Voilà, c'est des projets. On est là aussi pour écouter tout ça aujourd'hui. Nous, on n'est pas là que pour, pour parler de nous, mais aussi voir ce qui se passe. Exactement. J'invite les gens qui sont présents dans la salle, qui pourraient répondre à votre besoin, à venir vous croiser dans la journée. Quelques rendez-vous. Voilà. Ah ben parfait, très bien. Mais je vous propose pour l'instant, je vous remercie de votre témoignage. On remercie Madame Guillon, on peut l'applaudir. De rien. Et je vous propose de rejoindre, s'il vous plaît, les fauteuils, si vous le souhaitez. Et hop, je vais proposer à notre prochain intervenant de venir. Merci bien, on va enchaîner. Donc on va quitter pour l'instant Limoges provisoirement et on va maintenant aller plutôt du côté de Bergerac, mais aussi du côté de Pau, mais historiquement du côté de Bergerac. Donc j'invite Cyril Guy à me rejoindre sur scène. Hop, ben, on l'applaudit quand même, il est motivé. Ouais, c'est loin Bergerac. Et en tout cas, habitué à autant de monde. Bonjour à tous. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci de venir. Bergerac, on a un lien aussi particulier à Matransfonum avec, puisqu'on connaît bien aussi le cluster B, avec qui on est intervenu régulièrement. Donc on a des points de contact. Donc on est très content que la Dordogne soit présente en force. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi un point sur Pau aussi. Oui. Aujourd'hui, l'entreprise a été créée en 1961. Donc je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai créée. Sur le buisson de Cadouin, je précise pas où c'est, tout le monde maîtrise parfaitement. Donc on a ouvert un site à Bergerac en 2014 et à Pau il y a un peu plus d'1 an. Et votre métier, c'est la couverture? Notre métier, c'est la charpente traditionnelle, couverture, zinguerie. Ouais. Donc on mettra à l'abri tout votre patrimoine avec un grand plaisir. Ben, très bien, donc c'est un appel, caler des rendez-vous B2B après. Alors pourquoi on vous fait aujourd'hui témoigner, c'est que vous avez fait un choix particulier dans votre domaine, c'est finalement de confier un certain nombre de tâches aux drones pour faire évoluer finalement votre business. Alors au départ, vous ne deviez pas du tout faire ça, si j'ai bien compris, c'était plutôt le rugby, votre domaine. Mais finalement, vous êtes revenu à la famille et au bâtiment. C'est ça. C'est ça. Comme je l'ai dit, c'est mon père qui a créé l'entreprise en 61. Moi, je pensais pouvoir être un grand joueur de rugby. Si vous vous rappelez pas de moi, c'est bien normal. J'ai jamais marqué l'histoire de ce sport. Donc, je m'y suis essayé, mais ça n'a pas fonctionné comme j'aurais pu imaginer. J'ai joué longtemps, mais pas au niveau espéré. Et dans les années 2000, mon père a décidé de prendre une retraite bien méritée. Et il a eu une idée géniale, d'après lui, c'est de me proposer d'intégrer l'entreprise familiale. L'entreprise, quand je dis familiale, mon père était le gérant, ma grand-mère faisait la comptabilité, mes oncles étaient au chantier, mon frère assurait la technique. Quand on parle de famille, c'est une entreprise familiale. Mais moi, je suis l'accident de la famille, quoi. Je ne suis pas issu du bâtiment. J'ai fait quelques études de commerce et gestion d'entreprise. Et puis j'avais tendance à être le pitre de la famille. Donc c'était un peu bizarre qu'ils viennent me chercher pour accompagner la gestion. Ça s'est fait en 2002. On est resté avec mon frère, puisque tout le monde a pris sa retraite bien méritée. On a développé l'entreprise jusqu'en 2014. Une entreprise de bâtiment au Buisson, c'est 2000 habitants, avec 75 salariés pour 6,5 millions de chiffre d'affaires. Donc ça a été le modèle jusqu'en 2014. Et après, vous avez eu une étincelle. Ouais, enfin, on a eu beaucoup de problèmes déjà avant d'avoir une étincelle. En 2008, il semblerait qu'il y ait eu une crise financière qui a rejailli même sur les entreprises du BTP et même sur les entreprises de la Dordogne, encore plus au Buisson de Cadouin. Donc on a eu quelques problématiques face à l'activité qui s'est réduite, face à des marchés qui se sont transformés. La réflexion est venue en 2014 en disant, tiens, notre métier est en train de changer, notre métier est en train de se transformer. Est-ce que nous devons rester statiques ou est-ce que nous devons imaginer une transformation? Ce qu'on a mis en place à partir de 2015, où on a séparé les activités pour les rendre plus performantes. Donc mon frère a conservé au Buisson l'activité maçonnerie TP, et moi j'ai conservé l'activité charpente couverture. Alors on travaille toujours ensemble, on a le même logo, on a le même nom, mais aujourd'hui les entités sont très différentes. Et depuis 2015, je me suis posé la question comment on pouvait améliorer notre service client, comment on pouvait améliorer notre rapidité à la demande, la légende de l'artisan à qui vous demandez un devis, qui vous le remet sous 3 mois. Donc il fallait régler ce problème. Et donc les réflexions sont venues sur comment on pouvait faire évoluer le métier.
Et l'étincelle, elle est arrivée parce que je suis passé à travers une toiture. Voilà. Mon physique extrêmement fluide me permet pas trop de circuler sur les toitures. Donc je suis passé à travers, je m'en suis sorti avec 5 points de suture. Bon, ce jour-là, on peut dire que j'ai eu de la chance. Et l'idée, c'était comment je peux inspecter les toitures, comment je peux maîtriser les toitures sans avoir besoin d'y monter. Alors on a imaginé Google Earth, les images, si on pouvait compter les tuiles, on a travaillé avec certaines personnes. Bon, ça s'avérait des images qui étaient trop anciennes, c'était pas performant. Donc le drone est un outil que j'ai toujours suivi, que j'ai beaucoup, que j'appréciais, mais c'était économiquement pas viable pour une PME comme la nôtre, jusqu'à 2017-2018, où le drone loisir est arrivé. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas inspecter les toitures avec ce drone loisir? Donc on a commencé à faire quelques photos, quelques vidéos avec un drone, alors à la maison, et puis chez quelques clients. Et petit à petit, on a pu aller plus loin en disant, ce drone, il faut qu'on puisse utiliser le maîtrer. Donc je travaille avec un logiciel qui s'appelle PIX4D, j'ai un anglais parfait, c'était très bon, qui est un logiciel de photogrammétrie. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on fait des photos autour d'un objet, on les assemble dans un logiciel et par des positionnements satellites, il va nous donner une maquette numérique en 3D et cette maquette est à l'échelle. D'accord. J'ai passé une petite vidéo juste que vous m'avez passé. On voit pas forcément de me faire taire. La photogrammétrie. Non, s'inquiétez pas. Mais ça nous permet de voir aussi un petit peu, évidemment que le drone permet très facilement d'aller inspecter et voir la toiture. Là, on voit pas la photogrammétrie, hein, mais non. Là, on n'est pas sur de la photogrammétrie. Là, on est sur ce qu'on peut remettre à un client avec le devis. C'est-à-dire que le client se pose la question de l'état de la toiture. Le drone répond à sa question, même des fois avant qu'il l'imagine. C'est-à-dire qu'il visualise. Et ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est la relation client. Ah, c'est ce que vous me disiez, que finalement le drone, c'est votre meilleur commercial. Ah oui, il est bien plus fort que moi. Et finalement, au final, ça vous permet de multiplier par 2, si j'ai bien compris, la signature de devis? Ouais, le dites pas trop fort, j'ai des concurrents qui vont s'équiper, on va perdre un avantage. Mais le drone est devenu, oui, plus qu'un commercial. Aujourd'hui, ça change la relation client. Vous restez au sol avec votre client. Vous n'êtes plus en haut de la toiture à lui crier que le toit est mort et lui il se coupe à la tête en disant oui, bien sûr. Vous restez à côté de lui, il visualise sur l'écran l'état de sa toiture. Donc pour ceux qui ont fait un peu de commerce, vous réglez les phases de la vente. C'est-à-dire que la découverte et l'état du toit, c'est le drone qui le fait. Et là, votre client, il a une problématique, il vous dit « Est-ce que vous pourriez me le réparer ?» Oui, on va s'occuper de vous. Donc la moitié de la démarche se fait. Et alors ça, c'est le premier point dans la démarche client. Mais après, dans la cuisine interne, le drone nous permet de faire un relevé, une maison comme celle-ci, un relevé de surface, c'est un vol qui va faire entre 4 et 6 minutes. Donc je vous laisse imaginer mon petit mètre et mon échelle il y a quelques années, il me fallait entre 4 et 6 heures. Donc entre 4 et 6 minutes, le relevé est fait. Le temps de faire la route, on peut envoyer les images via son téléphone portable sur le cloud, sur la plateforme. Et quand vous arrivez au bureau, vous avez votre maquette numérique qui vous permet de faire le maîtrise, de faire le devis. Donc à la fois amélioration de la relation client, une fluidification. Vous n'avez pas de micro. Fluidification de la donnée, merci. Il faut que je surveille un peu. Parce donc en même temps, vous capitalisez aussi beaucoup de données sur les toitures aujourd'hui. Parce que vous me disiez en fait qu'on avait eu les 30 glorieuses et que maintenant on allait passer à une phase où il y a tout ce qui était, il y avait énormément de choses à refaire. Tout à fait. Alors il y a deux choses. Sur la partie devis, nous on a fait de grandes écoles et on s'est rendu compte qu'on signait que les devis qu'on réalisait. Ça paraît bizarre, hein. Il y a des entreprises qui ne l'ont pas compris, mais vous signez que le devis que vous faites. Donc plus vous faites de devis, plus vous améliorez votre possibilité à avoir du client. Quand vous avez une capacité à doubler le nombre de devis mensuels, parce que ça vous prend 3 fois moins de temps, ça permet d'améliorer ça. Ensuite, sur pourquoi on est parti uniquement sur la rénovation, c'est ce qu'on évoque. Moi, j'ai fait un constat. On a reconstruit notre pays ou construit notre pays dans les 30 glorieuses. Et la bonne nouvelle, c'est que la toiture a une durée de vie limitée et que tout ce qui a été fait devrait être refait. Donc, ça nous laisse un potentiel énorme. D'accord. Très bien. Mais du coup, cette idée du drone, là, vous l'avez eu
tout seul ou en famille. Mais par contre, vous avez été aussi quand même dernièrement accompagné en vous disant ça vaut peut-être le coup en effet d'assurer un aspect accompagnement et conseil sur quelle pourrait être l'étape supplémentaire en fait. Alors tout à fait. Moi, je suis adhérent de la Fédération française du bâtiment, fédération qui accompagne ces entreprises PME, TPE ou grandes entreprises. Je crois qu'ils Je les ai présents, vus, ouais. je suis obligé d'en parler parce que je les ai vus, ils sont là. Donc je suis obligé de les citer. Et par la Fédé, la question, il y a toute une commission d'évolution. On s'est posé la question, le drone c'est bien, la relation client c'est super, le nombre de devis, mais on capte du data, ce que vous appelez ça comme ça pour les spécialistes, on capte du data, il y a peut-être une évolution possible, et nous on est à la recherche d'un développement, on est à la recherche d'une croissance pour notre entreprise, mais on est surtout à la recherche d'un modèle qui doit être différent de ce qu'on a connu. Donc avec les services de la Fédé, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe qui est là, Mais qu'on va, qui Philippe, va je vous venir propose nous expliquer. de nous rejoindre. Donc Philippe nous aide aujourd'hui, ou nous a aidé, mais on n'a pas fini, hein, je ne dis pas de bêtises, sur l'évolution digitale de l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce data. Après ça devient technique, je te laisserai expliquer. Philippe, peut-être réévoquer aussi en effet le fait que cet accompagnement c'est fait dans le cadre en effet d'un dispositif Fédération française du bâtiment. Hein. Je me rappelle, il y avait toi, il y avait aussi les gens de Digital Conseil qui sont présents ici aussi, qui avaient été sélectionnés par la FFB. En fait, toi tu as essayé d'amener aussi peut-être un cran au-dessus en termes de stratégie, Cyril. Il a plein d'idées hein, lui-même, mais en quoi a consisté en fait toi ta mission en fait dans ce dispositif? En fait, quand on est arrivé donc avec le projet de la FFB, le projet de la FFB, c'est un projet qui s'appuie sur l'innovation et la formation et la recherche de talents, le développement des équipes, donc la croissance des entreprises, donc la productivité. Et donc, le but, c'était vraiment de faire un bilan à partir d'un état existant. Le drone existait. Mais qu'est-ce qu'on devait faire avec Cyril et ses équipes pour se mettre dans une notion d'accélération et de croissance. Donc, Ready for Digital, on a une méthodologie qui s'appuie sur 4 axes. La compétitivité, qu'est-ce qui va rendre Cyril Guy Couverture bien meilleur sur son marché par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qui va lui permettre d'être en croissance? Par quel type d'innovation? Et pour quelle rentabilité? Et on appuie donc un audit ou un conseil qui va nous permettre de nous positionner par rapport à ça. C'est ce qu'on a fait pour Cyril. Donc aller plus loin là maintenant, même s'il y a en effet des résultats déjà concrets, mais limite, même maintenant ça va être limite en termes aussi de capacité à encaisser tout ça. Là, l'étape prochaine, ça serait quoi avec davantage de data, ces drones, ça serait quoi? Parce que s'il y a autant de travail que ça à fournir en termes de couverture, ça peut peut-être en aider d'autres aussi. Ouais, alors en termes d'avenir, je voudrais pas passer pour un cinglé, mais le projet, je fais ce constat. J'ai dit tout à l'heure, tout ce qui a été fait doit être refait. On a une problématique dans nos métiers sur la ressource humaine. On appelle ça comme ça, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. On a une courbe démographique avec nos compagnons partent à la retraite, et puis derrière, on n'a pas de jeunes ou très peu, parce que nous, entreprises, nous n'avons pas formé pendant les 10 dernières années, parce qu'on a quand même connu une crise sans précédent. Donc aujourd'hui, on a un trou de production. L'idée, c'est comment on peut intégrer des entreprises. Je fais un autre constat. En Nouvelle-Aquitaine, 94% des entreprises du bâtiment sont moins de 5. Alors vous connaissez Vinci, Eiffage, Bouygues, Faya et Guy Couverture, bien sûr, mais vous ne connaissez pas les 95% d'entreprises qui sont moins de 5. Donc je me dis, est-ce qu'on ne peut pas, avec l'aide de Philippe, notre savoir-faire acquis depuis maintenant plus de 2 ans sur la technique drone, développer un service pour ces entreprises de relevé, d'études, de devis, et de laisser ces entreprises ou la compétence du geste à ces équipes-là en disant, quand vous êtes une entreprise de 2-3 salariés, est-ce que vous avez un service commercial? Est-ce que vous avez un back-office? Est-ce que vous avez tout ce système-là? Non. Et moi, ce que j'ai pas, c'est cette compétence au savoir-faire. Le système économique aujourd'hui, quand vous avez des salariés, c'est difficile de les rémunérer à leur juste valeur. J'ai toujours défendu le geste, j'ai toujours défendu le travail manuel, parce que je vous le rappelle, est-ce qui commande la main, c'est votre cerveau, hein. Donc si votre cerveau, si vos mains ne marchent pas, posez-vous bien la question. Donc c'est pour moi très important.
Et je voudrais aller sur ce développement-là, c'est-à-dire pouvoir avoir un réseau d'entreprises qui soit capable pour le client de garantir une qualité de prestation, de garantir une qualité ou un résultat en tout cas attendu dans un délai acceptable, c'est-à-dire un devis sous moins de 3 mois, une intervention sous moins de 6 mois, et éviter un procès après parce qu'il y a des malfaçons. Et tout ça, je crois qu'on va essayer de travailler avec Philippe sur ces évolutions. L'éclairage que m'a apporté Philippe par rapport à ce projet, c'est de dire, si je peux me permettre, il y a du data, c'est bien le projet, mais on peut aller encore plus loin. C'est un peu une stratégie de plateformisation finalement. Ouais, en fait, on reprend les réflexes assez classiques dans le domaine de la transformation digitale. Quels sont les clients? Quelle est l'expérience client? Comment est-ce qu'on peut définir une modélisation de cette clientèle? Et puis surtout, augmenter les services. La digitalisation, ça permet de transformer une commodité, un geste, une approche avec de la valeur ajoutée service. Et le but ici, c'est il y a 450 couvreurs charpentiers en Nouvelle-Aquitaine. Il est clair qu'il y a des tas de possibilités d'offrir du service. Le métier de base du couvreur, c'est de couvrir. La problématique qui n'a pas changé depuis des années, des dizaines d'années, c'est de monter sur son toit, vérifier quelque chose, redescendre, discuter avec son client, repartir pour un taux de transformation de devis de 25%, 27%. Donc, moi, je trouve que d'un point de vue productivité, croissance et vraiment positionnement par rapport à un marché, même pour un couvreur charpentier, il y a des tas d'usages que l'on peut digitaliser. Donc, on est parti sur ce modèle-là, en faisant une étude à 360 du positionnement de Cyril Guy pour son propre besoin. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait un phénomène fantastique qui était l'information qui venait du drone, mais qui est une information de la maison, mais qui peut être une information d'un écosystème autour de la maison. Ça peut intéresser le couvreur, mais ça peut intéresser le pépiniériste, ça peut intéresser le pisciniste, ça peut intéresser les clôtures ou même les services de l'État. Donc, à partir du moment où on est au-dessus, on a de l'information. Donc, on va devenir une plateforme de services d'information. Très bien. Donc le drone, la techno, ça suffit pas. Et en plus, c'est quelque chose qui est assez facile pour d'autres maintenant à utiliser. Par contre, cette posture de plateforme et qui à l'aide d'un écosystème, c'est peut-être cette étape supplémentaire. Oui, parce que le drone a vraiment fait évoluer l'entreprise. On a connu des périodes avec un carnet de commandes qui était un peu restreint. Aujourd'hui, je fais plus face. C'est-à-dire que le carnet de commandes est quasiment complet pour l'année. Sur les sites, on a une problématique de main-d'œuvre. Et le drone, je disais, ça a aussi changé cette relation client, puisque j'ai des clients qui me font venir et on me dit vous allez le faire chez moi le drone parce que c'est monsieur machin qui m'envoie et m'a expliqué comment vous faites, c'est vachement bien, vous pouvez me montrer. Donc on commence à avoir ce retour client. Alors on est face à quelques problèmes aussi, parce que tout n'est pas rose. Pour utiliser un drone en ville ou pour pouvoir faire de la capture d'image, il faut passer un brevet de télépilote. Donc je suis breveté, hein, ça le fait quand même. Hein. Donc je suis breveté télépilote de drone. Il y a tout un système de demande d'agrément pour pouvoir voler. Il faut immatriculer ces machines auprès de l'aviation civile. Il faut demander en préfecture, demander à l'armée dans certains cas. Donc l'achat du drone et s'y mettre, c'est pas compliqué. Le faire dans la règle, c'est un peu plus compliqué. Donc on a vécu tout ce travail-là et on voudrait garder l'avance. On va passer à la phase 2. C'est peut-être un peu plus technique, mais aujourd'hui, on fait des relevés qui ont une précision de 5 à 10 cm. Demain, on va s'équiper de la technologie RTK. Donc, c'est avoir une borne satellitaire autour du bâtiment qui nous permet de multiplier la triangulation du drone et qui va nous permettre d'avoir une image qui va avoir une précision centimétrique. Donc, une précision centimétrique, on revient à la plateforme, à ce que disait Philippe. On va avoir un rendu du site que vous pourrez mesurer au centimètre près. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ça. Eh bien, très bien. Moi, je vous souhaite, dans ce cas, la plus belle trajectoire sur cette phase 2. Très belle histoire. Puis j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez aussi des très bons échanges tous les deux avec les participants. Tu voulais peut-être dire un dernier point Non, évidemment, en faisant ça, Cyril va être en croissance. Aujourd'hui, il a un taux de succès de presque 80% de ses devis. Il dit qu'il est chargé, donc forcément, ça peut que s'élargir, que recruter et que se développer. C'est le but du projet de la Fédération française du bâtiment. Très bien. Eh bien. Merci pour cette conclusion, c'est parfait. Je vous propose de venir vous asseoir aussi avec Madame Guillon. Merci beaucoup, comme tu veux.
Vous restez. Et je vous propose qu'on enchaîne avec notre troisième intervenant jour. Juste, j'en profite au passage quand même, comme on est en train de parler de collaboration, de compétences, même de gestes. Je ressors de quelques chiffres, et ça fera un écho, je pense, avec ce qu'on a comme témoignage juste après. La Direct vient de sortir une étude en Nouvelle-Aquitaine auprès de 400 entreprises et 400 PME sur l'innovation. Et il y a un certain nombre d'éléments dedans qui m'intéressaient bien parce que c'était lié forcément au digital, et notamment sur la mobilisation des compétences collectives dans l'entreprise, où la compétence collective liée au digital et au numérique, bon, on va dire que c'est à peu près la même chose, c'est la moins citée. Moins de 10% des 400 entreprises évoquent le digital comme une compétence à mobiliser sur la notion de collectif. Quand même assez sidérant. Mais très souvent, ça revient comme ça, le digital, on le met derrière tout le reste, alors que c'est forcément au service, justement, de choses qui sont invariantes, y compris le collectif. Je pense qu'on va en parler dans quelques instants. Dernier stat, moteur de l'innovation dans cette étude. Le numérique et la demande sociale ne sont cités que par une minorité d'établissements. Par exemple, l'irruption d'une nouvelle réglementation est considérée comme étant quelque chose qui serait beaucoup plus moteur pour une entreprise. Mais fondamentalement, encore une fois, on se retrouve avec une appréhension du digital qui est problématique, parce que le digital peut servir justement pour trouver la façon dont adresser mieux cette réglementation peut-être demain. Donc toujours des chiffres assez étonnants sur l'appréhension du digital, et qui montrent que c'est pas tant le digital en lui-même qui est évidemment important, mais la façon dont on le connecte à une stratégie, à des opportunités ou à des brèches qui existent en termes de technologie et d'usage. On va voir peut-être ça un petit peu d'ailleurs avec Hilaire de Chergé du groupe Ayor, qui est secrétaire général du groupe Ayor, que j'invite à nous rejoindre. Hilaire, je vous en prie, asseyez-vous. On l'a applaudi aussi. Hein. Alors Hilaire, très content aussi de vous avoir ici. On s'est vu il n'y a pas très longtemps sur un club ETI de la région Nouvelle-Aquitaine, tout à fait, qui est un beau aussi creusot et un bon moyen de réseauter. Vous avez d'ailleurs parlé déjà un petit peu de la transformation de Ayor, et notamment d'approches liées à des méthodos design. Le groupe Ayor, si je reprends la baseline, c'est faciliter la vie de ceux qui installent. Oui. Et finalement être au fil de l'eau dans l'habitat, parce que la problématique de l'eau est très très importante pour le groupe Ayor. Très content aussi parce que j'évoquais tout à l'heure Bergerac, on a ce lien avec le cluster B, et j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer monsieur Hamel Père, puisqu'il y a plusieurs générations sur cette entreprise. Vous allez nous dire évidemment quels sont les métiers principaux du groupe Ayor, mais je vous montre juste une première photo, vous voyez, où avant le groupe Ayor c'était le groupe Hamel, mais avant d'être un groupe, c'était quand même aussi une quincaillerie, une robinetterie générale. Ça, on est dans quelles années là en fait? On est dans les années 50? On est 1948, la création du groupe, effectivement, avec la première génération, et on arrive là à la troisième génération aujourd'hui, après 70 ans. Donc la robinetterie, c'était ça, hein, les types de douches. Et aujourd'hui, le groupe Ayor, c'était aussi la douche connectée qui est derrière le président de la République, la douche Elmer, qui est un de vos produits phares notamment, hein, qui est une douche connectée qui a déjà d'ailleurs fait le voyage au CES de Las Vegas. Oui. Donc il va falloir nous dire un petit peu la trajectoire de ce groupe. Elle est énorme entre la quincaillerie, la robinetterie et l'évolution du modèle. Vous pouvez nous redire peut-être en synthèse ce que c'est? Oui, en 3 mots, en fait... La transformation, ça fait un petit peu partie de l'ADN du groupe, puisqu'on est parti, comme vous le voyez, d'une quincaillerie avec une famille, la famille Hamel, qui est arrivée en Périgord à cause des vicissitudes de la guerre, qui fuyait comme beaucoup d'Alsaciens et qui s'est retrouvée accueillie en Périgord comme beaucoup d'Alsaciens. Simplement, au lieu de repartir en Alsace, elle est restée. Elle s'est trouvée bien accueillie. C'est le cas de pas mal de gens qui vivent en Périgord ou en Nouvelle-Aquitaine. Et elle s'est développée à partir d'abord d'une activité de quincaillerie toute simple et toute bête, et puis ensuite, en commençant à réfléchir et à devenir de façon très proactive, d'abord un as de la livraison. Donc le groupe Hamel a fait une partie de son développement sur le fait de dire « vous êtes plombier, on vous livre tout ce dont vous avez besoin en 24 heures. Vous commandez avant 17 heures, vous êtes livré le lendemain avant 17 heures. » Simple. Donc en développant un réseau logistique. Ensuite, en développant au fur et à mesure l'ensemble des canaux de distribution, donc pas simplement les installateurs, le B2B, mais également en étant présent, alors à travers des marques que vous ne connaissez pas forcément, en étant présent à travers la grande distribution, puis sur des sites web, à travers la vente, et donc en passant dans l'omnicanal. Et au milieu, il y a eu
là aussi un changement très important qui a été de dire, finalement, mettons-nous à l'écoute de nos clients. Les plombiers, souvent, ils se plaignent que le produit, ça ne correspond pas exactement, qu'il prend trop de temps à être installé, qu'il est compliqué, pas bien adapté, etc. Et donc, le groupe Amel a commencé, donc ailleurs, a commencé à embaucher des techniciens, des ingénieurs, pour créer les produits dont les installateurs avaient besoin. Donc ce meilleur allié, ça a été d'abord la qualité de service, ensuite la création de produits, et puis le développement multicanal et aujourd'hui omnicanal, puisque on voit bien, nos actes d'achat, ils passent entre la tablette, le magasin, etc. D'accord, donc un virage de négociant à producteur et, exactement. Et une implantation aujourd'hui en France et dans le monde. Alors, implantation, oui, l'essentiel reste en Nouvelle-Aquitaine, 70% à peu près de l'activité du groupe. On est également un petit peu présent en France en PACA, donc on est présent à Périgueux, à Angoulême, entre Aix et Marseille, et puis avec des implantations en Espagne, en Italie, en Chine également. Voilà. Et un développement à l'export qu'on est en train de vouloir pousser. Et donc une diversité de produits, j'évoquais la douche connectée qui a été présentée l'autre jour à l'Elysée, parmi les autres ETI qui étaient présentes, mais il y a une foultitude de produits qui existent, en effet B2B pour la majorité. Alors B2B ou B2C, une innovation importante de ces dernières années, c'était le fixe-plaque. En fait, c'est quelque chose qui permet d'installer dans des cloisons creuses très simplement tous les appareils de robinetterie. Ça correspondait à un vrai besoin parce que c'est jamais très facile à faire. On a toujours peur que ça s'arrache. Ça peut être très compliqué parce qu'une fois que la cloison mobile est fixée, on ne peut pas aller voir derrière. Donc on a développé à la fois les appareils et puis tout ce qui va autour, les tutoriels, les réglettes, etc., permettant de faciliter et de fiabiliser l'installation, tant pour les professionnels que pour les amateurs éclairés, je dirais. Donc de l'innovation largement dans les produits et puis dans la relation au client. Oui. Sur cette table, on voulait aussi plus particulièrement parler justement de la façon de collaborer, de manager autrement. Ces objets de transformation numérique, ils ont enclenché un certain nombre de modifications dans la façon de collaborer, de manager. Comment ça s'est traduit dans les métiers et dans l'organisation du groupe ? Bien sûr. Alors, on avait des enjeux de transformation importants parce qu'on est sur des marchés qui se transforment assez rapidement. Et en fait, il y a une intuition qui est venue de façon forte au passage de la 3e génération du groupe et des dirigeants du groupe. Ça a été de se dire que l'avenir était sur le produit. Puisqu'après tout, on voit que les canaux de distribution se multiplient, mais que la qualité du produit, sa fiabilité, son innovation sont les clés pour demain. Ça a amené le groupe à changer de nom d'ailleurs, à devenir Ailleurs pour représenter bien l'ensemble de toutes les gammes de produits, puisque les acquisitions au fur et à mesure de l'histoire avaient amené à diversifier autour de tous les produits qui ont à voir avec l'eau dans la maison et à sortir du simple canot d'aide au plombier en tant que tel. Et la première révolution, je dirais, qu'on a fait, qui était une révolution organisationnelle plus que numérique, c'était de recentrer l'organisation autour des produits. Donc on est passé dans une organisation par squad, on a cassé tous les silos classiques. Par squad, au sens équipe, c'est ça ? Au sens équipe, exactement. D'un côté, il y a la R&D, ensuite il y a les appros, il y a les achats, etc. Et on a recentré tout le monde autour de ces organisations, de familles de produits, et avec toutes les personnes, finalement, qui sont assises autour de la table, autour d'une famille de produits. Je vais avoir une photo qui le traduit. Ça, oui, c'est ça, on doit en voir. Ce qui veut dire que, en fait, on a libéré la créativité et le dialogue entre les différentes personnes, entre les collaborateurs, pour générer de l'innovation. En interne et en externe, puisque ça fait maintenant quasiment 70 ans qu'on travaille avec nos clients en co-développement sur les innovations. D'accord. Cette image le traduit peut-être d'ailleurs, non ? Voilà. Donc, on leur offre des croissants et des petits pains. Eux, ils nous offrent la connaissance de leur métier, ce qui leur manque, ce qui fonctionne. Vous voyez, là, on parle de répartiteur. La meilleure image, c'est la prise multiple. Quand vous installez un certain nombre d'équipements électriques dans la maison, vous avez besoin de prises multiples. L'équivalent de la prise multiple en robinetterie, c'est pas très simple à faire. Et puis, c'est un truc qui doit être fixe et figé.
Donc on a développé des répartiteurs et en utilisant les nouveaux matériaux également, puisque la transition écologique et le respect de la planète, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Et donc on est en train là d'essayer de convaincre et de se mettre à l'écoute d'installateurs qui nous disent, pour moi, un bon répartiteur, c'est quelque chose de lourd, qui est solide, donc dans lequel j'ai confiance. Et on leur démontre, on regarde avec eux, on a développé un lab, des imprimantes 3D, etc., pour leur montrer que, en fait, quelque chose peut être léger mais solide, etc., etc. Donc il y a tout un travail de pédagogie aussi qui doit se faire. Et c'était très intéressant dans l'innovation. Dans notre échange, vous évoquez aussi le fait que finalement cette transformation numérique, elle impactait très clairement les métiers. Et on avait une transformation numérique des métiers, mais pas forcément des recherches de profils de postes particuliers, mais que ça venait vraiment bousculer les métiers et que c'était essentiel de leur tenir davantage la main dans cette nouvelle organisation. Par contre, ça vous questionne derrière sur les outils digitaux et comment ensuite traduire ça concrètement dans l'entreprise. Oui, puisque là, on est, je dirais, sur le canal classique. La transformation digitale a pris un nouveau tournant assez récemment, finalement, dans la dernière année là, qui est venue. Donc, sur la base de tout ce travail avec les squads du co-développement, on avait une logique d'innovation qui était très forte et très puissante. En revanche, au fil des acquisitions, on se retrouvait avec un système d'information d'abord qui était extrêmement morcelé, une multiplicité de RP différents, et donc une difficulté à consolider. Et puis des évolutions données par le marché. L'omnicanal, ça veut dire qu'il faut être capable de suivre le client quand il est sur sa tablette, ensuite quand il va venir nous faire des interrogations par mail, par SMS, par je ne sais quoi, le suivre quand il va se retrouver ensuite dans un magasin, donc un autre canal chez nous dans l'organisation au départ, et suivre l'acte d'achat, ses demandes d'informations par rapport à la livraison, éventuellement ses demandes de tutoriel, etc., etc. Et on avait tout qui était complètement éclaté façon puzzle. Donc, c'était une question de survie pour nous d'arriver à simplifier et à mieux accompagner et à mieux, finalement, densifier, industrialiser notre gestion de l'information. Et donc là, vous avez fait appel à des acteurs qui sont avec nous et qui vont nous rejoindre, notamment peut-être, oui. Alternea, oui. qui vous a aidé sur justement remettre en ordre ce système d'information, notamment au début, oui. Vous les avez contactés pour ça en tout cas. Exactement. En fait, la genèse était au début donc de partir d'une question de transformation, pas du modèle, mais en tout cas de l'ensemble des outils. Et très rapidement, on s'est dit, mais attention, si on s'enclenche juste sur les outils, on va se tromper. Ce qu'il faut, c'est être au clair sur une ambition de transformation de nos différents métiers. Et c'est là où, effectivement, Cyril nous a aidés. Tu nous rejoins, Cyril ? À transformer ce qui aurait pu être un simple schéma directeur du système d'information en plan de transformation digitale, dans lequel c'est sur chacun de nos métiers qu'on réfléchit et qu'on accompagne. D'accord, donc ça rejoint aussi mes propos introductifs où à chaque fois on questionne la façon dont le numérique vient percuter l'optimisation stratégique de l'entreprise. Et donc sur une question finalement ici, il a fallu ouvrir peut-être plus largement. Cyril, avec aussi Nicolas Bézi qui est peut-être là aussi présent aujourd'hui, il est peut-être dans le public. Tout à fait, qui doit être par là, dans la salle. Oui, non, effectivement, pour juste un mot concernant Alternea et le petit clin d'œil à Nova Bossa et à Nicolas. On travaille dans ce métier du conseil et d'accompagnement des entreprises et notamment à travers IOR sur un modèle un petit peu particulier où en fait Alternea fédère un écosystème de consultants qui sont pas mal d'indépendants dans la région. Et sur le type de mission qui nous intéresse aujourd'hui, on est parti sur une première étape en fait qui consistait à faire un diagnostic global sur le système d'information au départ, qui est très vite devenu en fait un diagnostic sur la transformation digitale de l'entreprise. Et c'est vrai que pour aborder ces sujets, on parle de squad, on parle de logistique, on parle de finance, on parle de multicanal, de typologie de clients très différentes entre les attentes des clients de la GSB et les clients traditionnels installateurs. Et pour ce faire, effectivement, on n'est pas trop de 2, voire de 3. Et je fais un clin d'œil à Nicolas et Nova Bossa encore une fois pour pouvoir déjà bien comprendre l'existant, bien comprendre où est-ce qu'on doit aller. Alors, ça s'est fait énormément avec les équipes. On a eu une durée de mission sur ce premier temps qui est le temps de diagnostic qui a duré environ 4 à 5 mois, bon, sachant qu'il y avait juillet et août au milieu.
C'était environ une cinquantaine d'ateliers, d'interviews, 70 personnes qui ont été impliquées dans l'entreprise. Donc la matière qui nous a permis en fait de définir cette trajectoire de transformation digitale est venue de la base et de l'entreprise. Nous, on a plus opéré un travail de collecte et ça, je crois que c'est très important à souligner. Donc voilà, pluricompétence. Et l'objectif de cette première partie de mission était de définir en fait les chantiers qu'on devait opérer et dans quel ordre, autour des axes stratégiques. Donc il y en a 7 qui ont été déterminés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a identifié une cinquantaine de projets. Et partant de là, l'idée a été de dire, OK, on sait maintenant ce qu'on a à faire. On a déterminé ensemble dans quel ordre de priorité on devait réaliser ces projets. Maintenant, étape numéro 2 qu'on vient d'entamer au mois de décembre, c'est comment on y va. Et là, pour repartir en fait sur les éléments d'organisation, historiquement chez Amel puis ailleurs, comme dans beaucoup d'entreprises, les projets de digitalisation étaient entre les mains de la DSI. Et là, clairement, il y a un autre nouveau virage qui a été opéré en disant, OK, finalement, les projets qu'on a identifiés autour des axes stratégiques, il est extrêmement important de les remettre entre les mains des métiers. Et donc là, je vais laisser la parole à Hilaire sur le deuxième étage de la fusée en termes d'organisation qui a été mis en place, qui consiste à dire, ces projets sont identifiés, ils sont priorisés, on doit maintenant les traiter et les mener à bien. Mais pour les mener à bien, on va faire appel plus au métier ou au métier en complément de l'informatique. Oui, je crois que c'est un point très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une transformation digitale ou une transformation numérique qui serait quelque chose d'hyper clair, d'hyper unifié au départ. Ce dont on s'est rendu compte en creusant un petit peu, c'est qu'il y avait des transitions qui se faisaient sur des segments de métier, le commercial, la logistique, les fonctions support, etc. Et qu'il fallait évidemment donner de la cohérence et du sens à tout ça, donc poser une ambition, poser un cadre, poser des grandes étapes. Je parlais tout à l'heure de convergence de RP, voilà, il y avait quelques éléments de cadre à donner, mais qu'ensuite, si on ne voulait pas se laisser enfermer dans une espèce de logique purement d'outils, qui ne produit pas tellement de valeur finalement, et qui ne nous aurait pas aidé par rapport à nos objectifs de développement, il fallait qu'on redonne la main au métier. Alors, à travers les directions et à travers des membres de chacune des équipes métiers qu'on a fait monter en chef de projet et en représentant finalement, en animateur, en ambassadeur de la logique de transformation sur le métier. Nous, on est une boîte d'à peu près 400 personnes, donc tout le monde se connaît. En même temps, on a une taille... Enfin, on est une ETI, on a une taille qui est suffisamment importante pour devoir être à peu près structurée, parce que sinon, c'est compliqué. Donc, le fait d'avoir ces 7 porteurs de projets, métiers, qui se parlent, qui travaillent ensemble, qui se voient toutes les semaines, et qui sont animés, au sens fort, par Cyril, à la fois en termes d'accompagnement méthodologique, mais aussi en termes d'aide sur le fond, apporter aussi des expériences, des choses qui ont pu être faites ailleurs, etc. Pour nous, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'on est dans une démarche où il y a un cadre global qui a été posé, avec une ambition, avec des moyens d'investissement. Ensuite, une mise en œuvre extrêmement agile, puisque finalement, toutes les semaines et tous les mois, quand on a nos comités de pilotage, il peut se passer des choses. Il y a des projets auxquels on renonce ou qu'on rechange assez largement pour aller vers les objectifs qu'on s'est donnés, et pas simplement pour cocher la case de « ça y est, on a mis en place tel outil ». Et puis, ça demande à accepter aussi le test and learn, l'échec. Et là-dessus, de temps en temps, c'est utile d'avoir un regard extérieur qui nous permet de nous dire là, on est juste en train de se planter, là, il faut peut-être reprendre un peu les choses. Alors que quand on est dedans, on a beaucoup de mal à se remettre en cause, surtout qu'on s'est engagé. Très bien, je pense que ça fera une très belle conclusion à notre échange. Je vous remercie beaucoup. On n'aura pas le temps d'évoquer tout ce que fait le groupe IOR dans ce domaine. Vous êtes aussi impliqué sur un incubateur sur le territoire qui s'appelle H24. Ce que j'en comprends là aussi dans ce que vous dites, ça me rappelle un témoignage qu'on a eu l'année dernière avec le groupe Cassou, qui disait qu'aussi, avec ses méthodos plutôt orientés sur le design thinking, c'était aussi un moyen de remettre les collaborateurs, et pas que les sachants de l'entreprise, mais aussi tous les utilisateurs au cœur, et que donc ça vient bousculer aussi les façons dont on collabore et dont on manage in fine l'entreprise. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous les trois d'avoir témoigné sur cette première plénière.